micro, je pense. Vous pourriez peut-être expliciter un petit peu cette taxe, parce que, a priori, moi, en tant que journaliste, je me dirais, bon, une taxe sur la force motrice, quelque part, ça pousse à faire des économies, et donc ça pousse le développement. Donc, expliquez peut-être en quoi c'est pas tout à fait exact. Non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. La taxe sur la force motrice existe depuis toujours, elle est ce qu'elle est. J'ai lu avec plaisir que c'était un outil de frein, enfin c'était un frein au développement, c'est vrai. Donc on la supprime. C'est une opportunité de plus. Remplacer des moteurs électriques anciens par des moteurs nouveaux, ce sont d'énormes gains. Maintenant, si on peut en plus pousser par cette mesure, c'est encore mieux. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui. Donc en fait, il y a un contexte qui a changé au niveau politique. Tout à fait. Vous pourriez peut-être reparler de ça. Et donc, la taxe sur la force motrice, effectivement, elle existe depuis toujours, c'est-à-dire ça répond à la peur que certains avaient que les machines ne remplacent les hommes. Et donc, on a mis en place une taxe qui était dissuasive à l'utilisation de machines. Et donc, cette taxe, aujourd'hui, elle est de moins en moins pertinente économiquement parce qu'on sait que les emplois d'aujourd'hui sont liés à la qualité des machines sur lesquelles on travaille. Et en plus, un autre effet pervers de cette taxe, c'est que dans les communes les plus pauvres en Wallonie, c'est-à-dire là où il y a le moins de revenus par habitant à taxer, les communes qui doivent se financer avaient tendance à charger d'autant plus la taxe sur la force motrice et taxer d'autant plus les entreprises. Et donc on avait vraiment des effets de cercle vicieux, de taxation et de paupérisation importants, et on a voulu casser cette logique en faisant une action spécifique, taxe sur la force motrice, tout ce qui est taxe industrielle, taxe dite anti-économique dans les zones les plus en difficulté de Wallonie. Et en plus, pour favoriser le renouvellement du parc, il y a une exemption de la taxe pour les nouvelles acquisitions et les nouveaux équipements. Et c'est ce dont monsieur est en train de parler. Et cette exemption, c'est vrai, c'est tout à fait juste. On n'a pas fait suffisamment de communication autour. Alors je peux comprendre parce que pour une entreprise qui vend du matériel, on peut considérer que c'est un produit d'appel, de dire quand vous renouvelez vos machines, eh bien, vous avez une exemption fiscale qui est liée. Mais je veux dire, pour l'ensemble de la Wallonie, c'est vraiment un intérêt collectif qu'on a d'améliorer la qualité de notre parc de machines installées. Vous me confirmez bien que cette exemption se terminera fin 2009? Pour ce qui est lié au plan Marshall, c'est-à-dire ce qui est zonal, oui. Par contre, celle qui est liée aux nouveaux investissements, je ne pense pas. Parce que je crois qu'il serait utile, comme vous le reconnaissez, comme la formation, je crois, n'a pas été suffisante ou ciblée, enfin bon, je ne veux pas entendre de polémique, qu'il serait peut-être bon, justement, de prolonger ce genre de mesures. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu au niveau politique par rapport à ça? Est-ce que vous avez des projections par rapport à ce que monsieur vient d'évoquer? Mais l'exemption de la taxe sur la force motrice pour les nouveaux investissements, ça s'est passé dans un décret, donc c'est ad vitam. Mais effectivement, comme on a fait en même temps deux mesures, l'une était zonale, c'est-à-dire vraiment s'adresser aux communes. Donc, parce que sur la force motrice, il y a deux éléments. Il y a le fait de taxer des machines qui existent déjà, et puis il y a le fait de taxer les nouveaux équipements, ou le renouvellement d'équipements. Alors, sur tout renouvellement d'équipement, la taxe sur la force motrice est supprimée, et ça c'est acquis, c'est un décret, on n'y touchera plus. Maintenant, les réductions de taxes sur la force motrice pour les équipements existants, c'est seulement dans ce qu'on a appelé les zones franches, donc vraiment les communes les moins développées économiquement en Wallonie, et c'est effectivement jusque 2009. Et là, vous avez tout à fait raison, on a fait une grosse erreur de communication, qui était de prendre deux mesures autour de la même problématique, mais quand même différentes, en même temps et en les communiquant pas assez. Mais ça, je vais tout à fait relayer ça parce qu'on va y remédier en précisant ce qu'on voulait faire et en ayant une communication beaucoup plus ciblée vers les entreprises, en expliquant mieux les différences des deux systèmes. Vous évoquez en fait un problème de visibilité qui me semble vraiment très important parce que le tissu économique belge est constitué de
PME essentiellement, qui n'ont pas toujours le temps d'aller voir l'information où elle se trouve. Et précisément en matière de programmes au niveau de l'administration, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de communication qui est faite par rapport à ces différents programmes qui valent vraiment la peine, mais qui ne sont pas connus de toutes les entreprises? En fait, essentiellement, on retrouve toujours les mêmes entreprises autour de ces programmes. C'est en tout cas les critiques que j'ai entendues un petit peu autour de moi. Et par contre, des entreprises qui pourraient y être associées, mais qui sont peut-être un petit peu moins réactives, un petit peu moins attentives à ce qui se passe, sont un petit peu laissées sur le côté parce que pas au courant, simplement parce que pas de communication assez claire par rapport à ça. Je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose par rapport à ça à l'administration, parce que vous ne décidez évidemment pas de la communication. La communication est faite via notre site internet, les communications de presse de notre ministre. Un des freins à la rentrée des projets que nous constatons, c'est le manque de personnel pour effectuer les recherches. Manque d'ingénieurs, manque de scientifiques. Et ça, c'est un gros problème. Des projets sont sélectionnés, ne démarrent pas ou lentement parce qu'ils ne trouvent pas le personnel adéquat. Est-ce qu'il y a des aides précises, oui, peut-être à Goria, donc est-ce qu'il y a des aides précises qui vous semblent intéressantes par rapport à ce problème de personnel? Moi, j'aimerais bien réagir par rapport à l'aspect communication, parce que je pense que c'est vraiment important pour les entreprises. Que ce soit les aides, ici, les programmes mobilisateurs dont on vient de parler, ou l'ensemble des aides à la R&D, je pense qu'on a un des systèmes les plus complets quand on va dans le fond et qu'on connaît ces aides, mis à part les aspects de mise sur le marché, qui reste quand même encore un aspect à couvrir. Vraiment, on peut aller, que ce soit du début du prototype, les études préconcurrentielles, etc., jusqu'à la fin d'un processus complet. Néanmoins, en ce qui concerne la visibilité de la communication, là je pense qu'il y a encore énormément de progrès à faire. C'est très compliqué, effectivement, même si on va sur le site de l'administration, il faut pouvoir s'y retrouver, franchement. Moi, il y a 4 ans que je m'occupe d'innovation, je peux vous assurer que la première fois que j'ai regardé ce site, et que encore maintenant, quand on lit les documents, il faut comprendre. Allez voir sur le site de l'IOT, une page, vous savez, vous connaissez, vous comprenez les missions et vous savez quel chemin il faut suivre. C'est loin d'être le cas au niveau de la recherche. Alors ce n'est pas faute d'avoir développé des efforts, parce qu'effectivement, comme monsieur le soulignait, au niveau de la DGTRE, je pense qu'il y a un déficit au niveau du cadre et au niveau du personnel. Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas d'efforts, c'est tout simplement parce qu'ils sont, je pense, surchargés, mais il y a néanmoins par rapport aux entreprises, effectivement, comme vous le soulignez, 90% de PME, de très petites entreprises en Wallonie, beaucoup d'efforts à faire encore à ce niveau-là.